Dernière ligne droite de cette rencontre autour des accords de qualité de vie au travail en compagnie de Sonia Paco et de Patrice Schoendorf. À vous Jacques, c'est à vous de continuer ce petit débat. Alors, Patrice Schoendorf, vous disiez tout à l'heure, quand vous aviez commencé vos études, on ne parlait pas des problèmes de mal-être au travail. Et j'ai l'impression que plus on s'occupe d'améliorer la qualité de vie au travail, et plus on en a des soucis. Alors, selon votre analyse, à quel endroit ça cloche ? Oui, c'est vrai. C'est un paradoxe, probablement. Moi, j'ai une lecture quand j'étais gamin, mais comme beaucoup, je pense, de Français, qui m'a marqué. C'est Germinal de Zola. J'espère que nos enfants lisent encore Germinal. J'en suis pas certain. Je ne suis pas certain que les miens l'aient lu d'ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, Zola serait le bienvenu. Parce que c'est vrai que dans Germinal, on parle de la souffrance des mineurs, souffrance physique. Aujourd'hui, il y a manifestement de plus en plus une souffrance psychologique. La souffrance psychologique, c'est insidieux, c'est pas forcément palpable. On n'a pas forcément d'instrument de mesure pour l'évaluer. Mais très sûrement aujourd'hui, dans une société qui est de plus en plus complexe, on se rend compte qu'il y a des formes de souffrance nouvelles qui sont apparues, qui sont difficiles à appréhender et on parlait des techniques de management et de perversion, des choses très très chafouines qui là aussi sont très difficiles à caractériser parce que quand on parle notamment de harcèlement moral, comment le caractériser ? On sait très bien que la plupart des affaires ne vont pas jusqu'au bout. Donc il y a une vraie réflexion à avoir à ce niveau. Alors, aussi bien pour caractériser cette souffrance que effectivement pour prendre en charge les personnes qui sont dans la souffrance. Parce qu'on parlait en effet de burn-out, entre parenthèses, infarctus psychique. Les gens qui en effet sont impactés par un burn-out sont très durablement, je dirais, malades. Et moi, depuis une dizaine d'années, presque, je suis des personnes qui ont fait un burn-out et qui ne sont toujours pas guéris. J'ai le sentiment de plus en plus qu'on ne guérit pas vraiment d'un burn-out, comme on ne guérit pas totalement d'un AVC ou d'un infarctus du myocarde. Alors il se trouve que je travaille aussi à Lyon Sud dans un service de réadaptation fonctionnelle et ces pathologies psychologiques me font penser aux personnes qui ont eu un AVC ou qui ont eu un accident de la voie publique, qui sont très impactés sur le plan neurologique. Donc je pense qu'effectivement, il y a nécessité que le burn-out soit pris en charge par la solidarité nationale au travers d'une reconnaissance d'une maladie professionnelle. Soit prise en charge par les responsables du burn-out. C'est-à-dire, si on le reconnaît comme une maladie professionnelle, les caisses sont alimentées par les entreprises, pas par... Nous, on est les victimes. Les salariés sont les victimes. Moi, je ne connais pas grand-chose. Je ne suis pas très politique. Je suis un praticien. J'observe. Non, mais effectivement, que ce soit pris en charge, en tout cas, par la société. Payeur, quoi. Voilà. Parce que ces personnes, très clairement, ont une vie qui est dégradée. On peut même parler, je pense, de handicap, véritablement, qui les affecte aussi bien sur le plan professionnel, car ils ne retrouvent très souvent pas vraiment de travail, qu'on est obligé de mettre en place ou accompagner plutôt des licenciements pour inaptitude. Je laisserai, comme ma collègue, comme vous dites, syndicaliste, réagir là-dessus. Et qui, sur le plan souvent de leur vie affective et familiale, sont aussi très affectés. Voilà, donc sachant que sur le plan psychiatrique, sur le plan médical, nous n'avons pas forcément non plus les outils qui permettent vraiment de soigner convenablement toutes ces personnes et en tout cas de leur permettre de guérir. Alors, je vais me retourner vers Sonia. Hier, on a eu ici un colloque avec la CGT sur le temps de travail, où effectivement on a évoqué une piste pour améliorer la qualité de vie au travail, c'est aussi travailler moins. Est-ce que ça passe uniquement par la durée du travail ? Est-ce qu'il suffit de travailler 32 heures pour qu'il y ait moins de burn-out, pour qu'on se sente mieux ? Quels sont les petits éléments mis bout à bout de la vision de la CFDT à l'intérieur de l'entreprise pour que ça aille mieux ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors,
on n'est pas simplement, je crois, sur ces situations dramatiques de salariés qui sont en burn-out, sur simplement une surcharge de travail, même si ça peut y contribuer fortement, c'est très clair. Mais c'est la question du vécu du travail, avec la question de la manière dont on se sent reconnu ou pas dans son travail, avec la manière dont notre travail fait sens. C'est-à-dire que de plus en plus, les salariés, ils peuvent être déconnectés du sens de leur action. C'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre d'injonctions d'une hiérarchie sur la manière dont ils doivent exécuter, complètement déconnectés du sens qu'ils peuvent mettre à l'action. Et ça, c'est un vrai motif de souffrance chez les salariés. Je veux dire, oui, on travaille pour avoir une rémunération, mais on travaille pas que pour ça. Le travail, c'est une vraie place, c'est une vraie fierté. Ça construit l'estime de soi. Donc, quand effectivement on est réduit à un sentiment d'être pur exécutant, c'est extrêmement souffrant. Donc, ça va bien au-delà de la charge de travail. Même si, effectivement, dans l'enquête dont je faisais référence tout à l'heure, il y a quand même 27% des interrogés qui disent faire régulièrement du travail en dehors de leur temps de travail, sur leur jour de RTT ou sur leur jour de congé. Et là, je me permettrai de rebondir sur la question du droit à la déconnexion. Parce qu'on a à la fois aussi, au-delà des évolutions des organisations de management, on a des évolutions technologiques qui nous permettent d'être à la fois d'avoir un accès à l'information en temps réel, et donc avec peut-être on se crée une obligation de réaction à l'information qu'on reçoit. On pense aux mails, etc., qu'on peut recevoir à toute heure de la journée, du soir, de la nuit ou de nos vacances, et des salariés, si ça ne leur est pas très clairement demandé, qui se mettent en obligation de répondre quel que soit le temps. Et je pense que sur ces 27% qui disent travailler en dehors de leur temps de travail, il y a cette problématique-là qui est pointée d'une évolution technologique dont on n'a pas mesuré les effets sur la manière d'exercer le travail. Et c'est pour ça que le droit à la déconnexion, qui est un des éléments de l'accord Annie sur la qualité de vie au travail et qui a été réaffirmé sur la loi travail, c'est un axe très très important pour effectivement autoriser les salariés et leur permettre d'avoir des garde-fous, et c'est aussi l'apanage des organisations syndicales dans l'entreprise d'y veiller, d'avoir ce droit à la déconnexion, parce que ça impacte l'articulation vie professionnelle, vie personnelle. Manifestement, donc on est plus sur le travailler mieux pour vivre mieux que le travailler plus pour gagner plus. Patrice, tu voulais rebondir là-dessus ? Non, je suis absolument d'accord. Le temps de travail, c'est une chose, c'est un indicateur. Mais là encore, et j'insiste là-dessus, il y a des méthodes beaucoup plus pernicieuses. Alors, est-ce qu'elles sont pensées ou finalement elles sont mises en place comme ça ? Toujours est-il qu'il y a véritablement, moi ce que je constate, des techniques un peu manipulatoires sur les esprits qui sont employées, si je puis dire. Et moi, la qualité de vie au travail, c'est surtout créer un état d'esprit qui soit lisible, clair pour tous, et que chacun sache quelle est sa mission. Parce que, encore une fois, moi, ce que j'observe dans certaines entreprises, c'est que, il y a ce que je disais tout à l'heure, l'histoire de la mission impossible. Il y a le fait qu'on va se retrouver avec plusieurs managers, un bon et un gentil, l'un va vous flatter, l'autre va vous donner des coups de bâton, etc. Il y a les histoires de faux pots de miel, etc. Tout ça pour, je dirais, comme dirait ma grand-mère, pour entourlouper la personne et l'amener finalement, quelque part, à ce qu'elle se sente obligée de fournir un travail, je dirais, dément, quelque part, et au fond, qui l'entraîne quelque part à sa perte. Mais les gens se retrouvent dans des situations absolument infernales, où, évidemment, ils ont besoin de leur travail. Et donc, ils peuvent pas le quitter, ils ne peuvent pas dire grand-chose. Et en même temps, à un moment donné, on les flatte, à un moment donné, on les fustige. Donc, c'est des situations qui sont très complexes à appréhender pour la personne et qui mériteraient qu'on puisse les accompagner pour certaines personnes qui prennent un peu de recul par rapport à leur propre situation et arriver à définir finalement, revenir sur une philosophie personnelle. Finalement, c'est quoi le sens de ma vie ? Est-ce que je ne suis pas en train d'aller dans du n'importe quoi ? Est-ce qu'au fond, il ne vaudrait pas mieux que j'opte pour d'autres solutions ? Voilà. Avec aussi bien des formes de manipulation rend les gens addicts au travail. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à s'en passer. Voilà. Alors, on va vous remercier tous les deux, ainsi que nos partenaires de ce plateau qui ont
tous un rôle à jouer sur la qualité de vie au travail. Je pense au Groupe Up, qui est un de nos partenaires et qui a fait un livre blanc sur la qualité de vie au travail. Alors ici, sur le salon des comités d'entreprise, vous pouvez aller les retrouver sur leur stand. Je pense qu'ils vont pouvoir au moins vous en parler, sinon vous en communiquer quelques-uns. Mais sur leur site, ainsi qu'à Aesio, puis la NVO, mais aussi nos partenaires presse que sont Lyon Première et la NVO, qui va relayer d'ailleurs sur son site cette vidéo-là, je pense, d'ici fin d'après-midi. Je vous remercie tous les deux. Merci donc encore une fois à nos partenaires. Et puis au semestre prochain sur le Salon des comités d'entreprise de Lyon. Voilà, merci à vous d'être passé par Lyon Première. Vous allez entendre dans quelques instants le débat que nous avons enregistré hier, ici même sur le plateau, cette diffusion à partir de 14h. Merci et à tout à l'heure.